Bienvenue à vous qui découvrez donc cette vidéo, cette interview, dans laquelle nous allons traiter donc des difficultés, des problématiques que les psychologues, infirmiers, thérapeutes, coachs et psychopraticiens peuvent rencontrer dans leur pratique. Notamment, on parlera de l'épuisement et du manque de résultats que vous pouvez rencontrer avec vos clients, patients. Vous allez découvrir les questions clés qui pourraient transformer vos entretiens et déployer et affiner votre expertise. Donc, peu importe le niveau d'avancement que vous êtes dans votre métier, que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé, que vous ayez plusieurs années de pratique, il va se dire des choses qui vont probablement changer la façon dont vous percevez l'accompagnement. Guillaume, bonjour. Jean-Baptiste. Je te propose de te présenter et de peut-être rappeler à chacun pourquoi on devrait t'écouter finalement. Pourquoi es-tu légitime pour parler de ces sujets-là? Donc, je suis Guillaume Boupard, je suis docteur en psychopathologie clinique, donc c'est un parcours universitaire en psychologie clinique et en psychopathologie, l'étude des fonctionnements psychologiques et psychopathologiques des êtres humains. Je suis maître enseignant certifié en hypnose, en thérapie brève, enseignant aussi en PNL et en thérapie des états du moi. Je suis le créateur de la thérapie solutionniste expérientielle et co-créateur de la thérapie mosaïque. Et je représente la Société internationale de thérapie des états du moi en France. Voilà, j'ai écrit plusieurs ouvrages et de nombreux articles qui parlent à la fois de questions techniques autour de l'hypnose, de la thérapie brève, des questions sur le développement, la posture des professionnels de l'accompagnement, mais aussi des questions plus techniques, le psychodrame, les médiations thérapeutiques ou encore la thérapie mosaïque. Voilà, l'intérêt de ce partage, de cet échange s'appuie aussi sur les nombreuses années d'enseignement. J'ai fondé l'Institut Winside, qui est un institut qui forme au métier de thérapeute, de psychopraticien, qui accueille des professionnels de la santé, du soin psychique ou de l'accompagnement autour de techniques ou de modèles de thérapie. Très bien. Merci. Ça pose clairement donc, les bases. Et peut-être pour avancer donc, sur la suite, la problématique récurrente des accompagnants, est-ce que tu peux nous partager à travers ta propre expérience de professionnel de l'accompagnement, en clinique notamment, des difficultés que tu as pu rencontrer et pour connecter aussi avec les personnes qui vont t'écouter, psychologues, psychopraticiens, hypnothérapeutes, etc., qui peuvent être dans cette situation aujourd'hui? Le point de départ, en sortant de l'université, la formation universitaire est une formation riche. Il y a eu une interview récemment sur la formation des psychologues. J'intervenais sur cette formation-là, sur cette interview pour Propsy, où on indiquait comment les psychologues cliniciens sont bien formés au niveau théorique, sont bien formés concernant les modèles de l'accompagnement, mais qu'une des lacunes pouvait être autour des techniques, autour de la construction d'une stratégie thérapeutique, autour peut-être de modèles plus modernes d'accompagnement, tenant compte des neurosciences, tenant compte des situations aujourd'hui sociales, économiques de nos clients, qui pourraient amener comme ça chez certains professionnels la difficulté de pouvoir exercer de façon durable, pérenne et paisible leur activité professionnelle. C'est un métier qui est usant. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en institution en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en addictologie. En addictologie, la difficulté principale pour moi était comment accompagner ces patients avec un modèle qui était un modèle analytique pour moi et qui ne correspondait pas à la problématique ou à la spécificité de lien, de fonctionnement des clients avec lesquels je travaillais.
Et, et ces modèles qui étaient en appui sur l'écoute, sur le dysfonctionnement, sur les souffrances liées au passé, venaient buter, venaient rencontrer comme une fin de non-recevoir chez certains patients qu'on pouvait rencontrer. C'est ce qui m'a amené à modifier au fur et à mesure mon référentiel, puis à construire la thérapie solutionniste expérientielle. Alors, avant justement d'arriver sur cette solution que tu as créée et qui apporte une vraie soulagement, on va dire, aux thérapeutes et aux professionnels de l'accompagnement. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les prérequis, sur les fondamentaux, sur les basiques, autrement dit, sur le bagage du thérapeute de base sur lesquels on doit tous être d'accord? Moi, je pense qu'il y a 5 points fondamentaux qui devraient être présents chez chacun des thérapeutes. C'est la question du travail personnel, s'engager soi-même dans un travail de psychothérapie, avoir chacun fait cette expérience de rencontrer un thérapeute, de travailler sur nos modes de fonctionnement, sur nos stratégies de fonctionnement personnel, nos zones de limitation, mais aussi la découverte de nos ressources. C'est un point central parce que chaque thérapeute va être ensuite confronté aux problématiques que lui amèneront ses clients et il y aura des effets de résonance. Et le travail personnel n'est pas là pour venir créer des surhommes, des gens libres de toute difficulté, de toute entrave dans leur vie, mais de pouvoir prendre une relative distance face à la problématique de nos clients, de pouvoir aussi ouvrir à des stratégies qui ne dépendent pas de nos singularités, de notre histoire personnelle, de nos propres limites. Ça, c'est le premier point, le travail personnel. Le deuxième point, ce serait le travail théorique. Et je suis vraiment sensible à l'importance des bases, des connaissances en psychopathologie. La psychopathologie, c'est l'étude des fonctionnements singuliers, psychologiques et des dysfonctionnements chez une personne en particulier. La connaissance de la psychopathologie amène à un repérage diagnostique, amène à pouvoir, parce qu'on comprend le processus de notre client, alors il est davantage plus facile de construire une stratégie adapter une stratégie sur mesure pour accompagner nos clients. Un troisième point est la formation en thérapie. Même si chacun d'entre nous est capable d'écouter, a eu l'expérience de l'écoute, se former à la thérapie est nécessaire parce que la thérapie est un métier. Ça n'est pas juste une compétence qui s'acquiert dans notre développement d'être humain. On apprend à mettre en place un dispositif. On apprend à installer une relation, à installer une alliance avec notre client. On va apprendre à construire des étapes dans un accompagnement. On apprend à définir un cadre. On construit notre modèle, notre paradigme de référence. Et on va en parler quand on va parler de la TSE. C'est fondamental. Notre modèle de référence, c'est ce qui nous fonde et c'est ce qui va garantir que tous nos choix, toutes nos actions ensuite aient une cohérence et une logique. Et pour cela, il faut pouvoir construire un modèle théorique, un modèle de référence stable, solide. Ensuite vient pour moi la formation pratique, la formation technique. C'est se former à des outils comme des techniques neuropsychologiques, la thérapie mosaïque en fait partie, le travail avec les familles internes, avec les états du moi, ça peut être la thérapie des états du moi, mais ça pourrait être des thérapies qui sont issues de la psychologie de l'énergie, comme le EFT, le TAT, les thérapies du champ mental. Ça peut être des thérapies, des techniques issues de la thérapie d'impact, de la thérapie provocatrice. C'est un ensemble de techniques, un ensemble d'outils qui vont accompagner le thérapeute, le psychopraticien, le professionnel de la santé ou du soin dans son accompagnement. C'est aussi être formé à la conduite d'un entretien. Conduire un entretien nécessite de connaître tout un ensemble de techniques, de structures, d'étapes
pour que le matériel qui est recueilli soit un matériel pertinent. Et enfin, le dernier point, je dirais, dans le bagage du thérapeute, ce sont les temps de supervision. La construction d'un regard externe, d'un regard nourri par un plus ancien que nous dans ce parcours-là, quelqu'un qui a suffisamment de recul, qui est suffisamment en méta pour pouvoir nous accompagner, nous guider dans nos propres accompagnements. Très bien. Merci pour ce rappel. Alors, ceci étant dit, et au regard de cette problématique que rencontrent les professionnels de l'accompagnement, à savoir l'épuisement et le manque de résultats, est-ce que tu peux du coup nous introduire cette piste personnelle que tu as développée, qui est la thérapie solutionniste expérientielle, qui ne doit parler à personne là aujourd'hui, ou peut-être qu'en partie? Envisager le modèle de thérapie solutionniste expérientielle, c'est revenir au point de démarrage pour moi qui était ma formation psychanalytique, une formation longue, une formation qui était orientée vers le travail avec des enfants, avec des nourrissons, un travail avec de nombreux médiateurs, le psychodrame, le conte, la marionnette. Et le travail que je menais à l'époque déjà, les recherches que j'avais faites autour de comment on passe de la répétition à la créativité. Parce que les clients qui viennent nous rencontrer butent sur un point central qui est ils se retrouvent à refaire les mêmes choses constamment, à revivre les mêmes situations, à revivre les mêmes états émotionnels, à répéter des mêmes modes de fonctionnement. Et le thérapeute, face à cette répétition, va vivre de l'épuisement. Il y a quelque chose de mortifère, de létal à écouter de façon récurrente et successive des patients qui succèdent dans un cabinet et être dans une position plus passive, une position de retrait, plus d'abstinence en termes d'écoute. Et cette posture-là amène à des effets à la fois de résonance, mais des effets d'usure des professionnels. La non-intervention, l'écoute de situations traumatiques, l'écoute de la souffrance au quotidien provoque de l'usure, mais aussi parce que les patients sont pris dans ces dynamiques répétitives, ils ne sortent pas, ils ne trouvent pas de voie créative. Et la compréhension, l'analyse, l'explication, le retour vers le passé, le brasser les dysfonctionnements, répéter nos échecs, parler de nos échecs n'amène pas une dynamique créative. Ça amène une dynamique de compréhension de ce qui s'est passé, comme une intelligence sur des situations, mais pas suffisamment, pour moi, d'outils de dégagement face à cet enlisement. Et plus les gens vont s'enliser dans le discours de leur souffrance, mais plus ils vont se retrouver sidérés et n'auront pas de piste de voie pour que le changement advienne. L'idée de la thérapie solutionniste expérientielle, c'est cette idée de dire, en appui avec des modèles précédents, notamment les thérapies solutionnistes et les thérapies humanistes, c'est de penser que les solutions peuvent se créer, qu'on n'est pas obligé de brasser du problème, de rester dans le champ des problèmes pour trouver des solutions. Les solutions doivent se créer. Et l'approche humaniste, et en particulier l'approche expérientielle, est venue pour moi dans mon parcours nourrir ma pratique parce que c'était une approche qui était davantage centrée sur le corps et sur la sensation. À partir de 2012, j'ai proposé la thérapie solutionniste expérientielle qui venait intégrer, inclure ces deux grandes visions et proposer une thérapie où on n'est pas centré sur la création de solutions, mais plutôt le vécu en séance des solutions, l'invention et le vécu en séance des solutions. Et ces solutions, on les trouve où? On les trouve dans le corps, on les trouve dans le geste, on les trouve dans le mouvement. C'est ce que propose, c'est le grand axe qui est proposé par la thérapie solutionniste expérientielle. L'idée est alors de dire,
que la thérapie solutionniste expérientielle, c'est l'invitation à vivre dès aujourd'hui la meilleure version de soi-même. Nous sommes aujourd'hui la version de nous-mêmes la plus réalisée, la plus expansée. Il suffit juste de la vivre. Et plus on va fonctionner et rappeler qu'on fonctionne à partir de nos déficits, de nos dysfonctionnements, de nos limitations, de nos incapacités, moins on pourra vivre ce que l'on veut. Nous pouvons dès aujourd'hui, c'est le postulat, vivre ce que nous voulons vivre. Pour cela, il suffit de le vivre. Et ça semble simple. Et l'idée a été de proposer tout un ensemble de postulats qui permet d'accéder à cela. D'accord. Alors, c'est intéressant, si tu le veux bien, qu'on puisse traverser ces différents postulats et qu'on fasse un lien entre chacun de ces postulats et la façon dont ces postulats peuvent transformer la façon de questionner peut-être. Et l'idée étant d'offrir vraiment à ceux qui nous écoutent, aux psychologues, infirmiers, thérapeutes, coachs et psychopraticiens, des choses concrètes, tu sais, des questions concrètes qui pourraient être applicables dans leur situation à eux. Et au regard de de la thérapie solutionniste expérientielle et de ses principes. Le premier point, alors, c'est de se dire qu'il y a 10 postulats, 10 principes dans la thérapie solutionniste expérientielle. Ces 10 principes, ce sont 10 voies d'accès, 10 points de départ, 10 croyances, on pourrait dire, qui viennent fonder le modèle solutionniste expérientiel. Le premier, c'est d'indiquer que la thérapie est inutile. Et pourquoi la thérapie est inutile? Parce que le client n'est pas malade. Si nous posons comme point de départ que nos clients sont malades, que nos clients dysfonctionnent, qu'il y a des limitations, et si nous sommes uniquement centrés sur ça, évidemment, il faut mettre en place une thérapie qui est un dispositif de soins pour que le client ne soit plus malade, pour que le client ne dysfonctionne plus. C'est de montrer, c'est de travailler du côté des entraves, c'est de travailler du côté des limitations, c'est de travailler du côté de ce qui est fragile, de travailler du côté de ce qui est faible. À ce moment-là, l'énergie est basse. C'est le travail de la thérapie, du soin, c'est le travail du médecin. Le médecin a à soigner. Pour moi, l'accompagnant, le psychopraticien, le professionnel du soin psychique, s'il fait de la thérapie, son choix doit être de faire s'expanser ce qui fonctionne déjà bien chez le client. Ne plus regarder ce qu'on pourrait appeler sa maladie, mais plutôt nous centrer sur ses ressources, sur ses forces. Ce qui va avoir un effet sur comment est pensé le symptôme, comment est pensée la pathologie, comment on peut intervenir. On n'est plus sur l'angle du déficit, du passé, de la souffrance. On est orienté sur le présent, sur ce qui fonctionne, sur les stratégies qu'il met en place, même si les stratégies qu'il met en place peuvent produire des effets limitants dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Et ça, déjà, c'est un point central. Si un professionnel de l'accompagnement est axé sur la maladie, sur la souffrance, il va accueillir et recevoir pendant toute sa journée des personnes qui vont lui parler de ce qui ne va pas. Il ne peut pas, lui, se retrouver dans une dynamique créatrice. Pour qu'il se retrouve dans cette dynamique créatrice, il est obligé, lui, de s'engager du côté du changement, de la différence, du fonctionnement, des ressources. À ce moment-là, il peut lancer, lui, un ensemble de techniques spécifiques qui vont faire basculer le patient d'un état initial qui était homéostasique, qui était équilibré, mais qui était aussi cause de limitation, d'entrave, vers un autre mode de fonctionnement dans lequel il reprend le plein pouvoir de qui il est déjà. Ça, c'est le premier point et c'est un point central. Très bien. Je pense que ça
Il est possible que ça bouscule ou que ça vienne confronter des modèles, mais c'est intéressant en tout cas d'aller vers le deuxième pour continuer à explorer, Guillaume. Ce qui veut dire que dans ce même ordre d'idée, si on part de cela, le Mhm. symptôme en thérapie solutionniste expérientielle est un hameçon. Ça veut dire Mhm. que le symptôme ne doit pas être l'objet du travail du thérapeute, du psychopraticien, du professionnel de santé. Parce que si c'est un hameçon, s'agripper aux symptômes, c'est le meilleur moyen de se retrouver prisonnier dans la dynamique psychique de son client. Le symptôme, c'est juste l'occasion que le client, que le patient a trouvé pour venir consulter, pour venir parler de sa singularité, pour venir faire état de ses forces, de ses richesses, de ses zones d'entrave. C'est juste le point de départ pour engager une rencontre avec un praticien qui amènera un autre regard et qui proposera d'envisager son fonctionnement sous un autre angle. Ça ne doit pas être un point d'arrivée, ça ne doit pas être l'objet qui va viser, autour duquel je mettrai en œuvre tout un ensemble de techniques, parce que si c'est le cas, je vais me retrouver hameçonné. Et si je suis hameçonné, je me retrouve coincé, embrouillé dans ces fils-là de ces modes de fonctionnement singuliers de mon client. Je vais devoir partir de cela, et même si mon client crie très fort par rapport à son symptôme, parce que le symptôme, il va en parler, il va l'énoncer, il vient parce qu'il consomme trop d'alcool, il vient parce qu'il présente une énurésie, il vient parce qu'il a vécu des situations de conflit au niveau professionnel. Si j'axe là-dessus, ensuite, je vais devoir en plus trouver des solutions pour lui régler son problème. Alors que si on part du symptôme et qu'on envisage le symptôme comme l'occasion d'une rencontre, l'occasion de mettre à jour, de mettre en lumière nos forces, alors c'est le meilleur moyen d'engager le patient dans une dynamique créative. Guillaume, est-ce qu'il y a dans la façon dont tu vas questionner euh, ton client patient, est-ce que au regard de ce présupposé, le symptôme est un absent, quelles questions tu pourrais être amené à poser différemment? Tu vois, si on part du symptôme est un hameçon, pour maintenir l'alliance, pour maintenir la qualité du lien avec mon client, lui donner vraiment le sentiment qu'il est entendu dans sa souffrance, parce qu'il pense que toute sa souffrance s'articule, se regroupe autour de ce symptôme-là. Si je ne prends pas le temps d'entendre cela, il va avoir le sentiment que je ne suis pas présent, que je ne l'écoute pas. Je vais lui laisser le temps d'en parler, mais très rapidement, ma stratégie, c'est de lui dire en quoi ce symptôme est un problème. En quoi ce symptôme-là, en quoi, par exemple, la consommation d'alcool est un problème singulier pour lui. Je veux comprendre quels sont les effets dans sa vie quotidienne, dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. Je veux qu'il puisse m'indiquer à quel endroit ça l'entrave et surtout découvrir sous son symptôme quels sont les besoins, quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances, où se trouve l'énergie qui ne se sent pas reconnue, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, quelles sont les croyances qui se retrouvent entravées. Lorsqu'on a repéré cela, à ce moment-là, on va s'axer sur ces croyances, sur ces besoins non satisfaits, sur cette énergie qui se retrouve enquistée, et c'est à cet endroit-là qu'on va travailler, et non pas sur le symptôme qui est juste la surface émergée de l'iceberg. Ok, très clair. Un autre point dans ces présupposés, c'est de poser que la pathologie, ça n'est pas un déficit, pathologie, ça n'est pas une limitation, une entrave, une incapacité. La pathologie, c'est de l'immobilité installée. Penser la pathologie comme l'immobilité, c'est penser
que mon patient répète toujours le même fonctionnement. Le phobique des araignées va toujours vérifier les angles dans une pièce, au cas où une araignée se trouve là. Alors que quelqu'un qui ne présente pas une phobie de l'araignée n'aura pas cette stratégie quand il rentre dans la pièce. Mais le fait de répéter constamment le contrôle des angles d'une pièce, le fait, chaque fois qu'il voit une araignée, de réagir de façon comportementale en s'éloignant plutôt qu'en se rapprochant et en regardant l'araignée, en découvrant la beauté de ses couleurs, en comptant son nombre de pattes, le fait de s'éloigner va majorer la croyance selon laquelle l'araignée est dangereuse. La pathologie, c'est refaire toujours du même. C'est ça qui pose problème. Ce qui veut dire que si on pense que la pathologie, c'est le fait que le patient refasse toujours la même chose, si j'accepte cela et que je continue à demander à mon patient de parler de là où il est limité, je vais majorer l'immobilité et moi-même, je vais rentrer dans une boucle qui va m'immobiliser en tant que praticien. L'usure, elle est là. L'absence de stratégie nouvelle ou le manque de résultats, si on veut parler de résultats dans l'accompagnement, c'est lié au fait que penser en termes de pathologie, c'est-à-dire de limitation, d'entrave, de dysfonctionnement du passé, c'est soi-même envisager de s'immobiliser. Si on pense la pathologie comme le fait de répéter toujours les mêmes stratégies, mais si on fait du même, on est comme immobile, on ne bouge pas, alors ça nous invite à autre chose, nous en tant que praticiens, c'est-à-dire c'est l'occasion maintenant de faire du différent. Est-ce que tu aurais un exemple pareil pour illustrer la façon, encore une fois, de questionner au regard de ce présupposé? Je chercherai des exceptions. C'est ce qu'on fait en thérapie solutionniste. Donc, vous me dites que vous êtes effrayé par les araignées. Toutes les araignées? Même les araignées de cette taille? Les araignées jaunes, les araignées bleues, les araignées vertes. Et là, déjà, je suis en train de semer des différences. Est-ce que vraiment toutes les araignées, ah oui, oui, j'ai une horreur de toutes les araignées. Est-ce que vous avez regardé récemment le nouveau Spider-Man? Et le patient dit, oui, mais ça, c'est pas pareil. Et pourtant, c'est une araignée humaine. Est-ce que vous avez pu regarder à la télé des dessins animés avec une araignée? Oui, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Vous voyez, vous avez su réussir à voir cela. Alors, on va trouver les moyens pour réussir à le faire avec d'autres situations. Ça, c'est de plus regarder sur le déficit, sur la pathologie, c'est de penser qu'à certains moments, il n'a pas su faire, mais à d'autres moments, il a su faire. C'est nécessaire, c'est obligatoire, sinon il n'en serait pas là aujourd'hui. Il a continué le fil de sa vie et donc il a réussi à remettre du mouvement. Dans cet endroit, il est immobilisé, on va remettre du mouvement. Très clair. On va lui permettre de réussir à faire différemment. Mais ça, on va y revenir. OK. Alors, passons au présupposé suivant. Un autre point qui découle des précédents, c'est qu'en thérapie solutionniste expérientielle, puisque la thérapie est inutile parce que le client n'est pas malade, l'hameçon, ce n'est pas notre objet de travail, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est sous l'hameçon, que la pathologie, c'est l'immobilité, puisqu'on pense que le client n'est pas malade, puisqu'on pense que, pas en termes de dysfonctionnement, si on pense que tout est déjà là, alors il n'y a rien à faire, rien à ajouter, rien à enlever. La thérapie solutionniste ne fait pas partie de ces modèles qui vont greffer de nouveaux modes d'apprentissage, qui vont induire des ressources parce que le client manquerait de ressources, qui vont venir reparenter un client parce que son enfant intérieur est blessé, qui vont venir, etc., etc.
dans lequel le praticien se retrouve dans une posture haute parce que c'est lui qui est l'expert d'un savoir, qui est l'expert d'un mode de fonctionnement, même s'il présuppose ou il énonce, c'est vous le client qui savez tout, mais c'est quand même moi qui vais rajouter ça, qui vais réemprunter votre histoire de vie, qui vais modifier certains fonctionnements, qui vais ancrer ceci, qui vais ancrer cela. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Et s'il y avait une seule chose à faire, c'est de permettre que ce tout qui est déjà là puisse éclore, puisse se déployer, puisse fleurir. C'est très intéressant. Cela, ça a des effets majeurs par rapport à l'usure, par rapport aux stratégies. Parce que pourquoi les thérapeutes se retrouvent souvent en difficulté au niveau de leur stratégie? Parce qu'après avoir découvert une façon de s'y prendre, avoir construit une façon de s'y prendre, ils vont essayer de répéter cette façon-là, de rajouter de nouveaux outils, de chercher à droite, à gauche, d'aller se former pour trouver vraiment le Graal, pour trouver la technique qui viendrait sauver le patient. Mais il n'y a personne à sauver. Le patient est déjà tout réalisé. C'est juste que pour s'y prendre à vivre paisible avec les araignées de la vie, ce même patient ne fait que les observer et en fait le focus de sa vie. Lui qui à chaque fois déclenche des états émotionnels et comportementaux face à cette petite bestiole, à chaque fois, il va passer du temps à ruminer, à observer, à focaliser sur cet objet-là qui est cause de son inconfort. La proposition n'est pas d'ajouter quelque chose, de lui enlever une image avec des sous-modalités, de lui rajouter des compétences de force, de confiance en soi. Ça va être d'activer son regard de façon plus variée, d'avoir des comportements plus fluides en présence d'une araignée, de s'y prendre autrement pour vivre le processus singulier qui est le sien, parce que la peur, par exemple, de l'araignée, est liée à comment nous gérons notre angoisse d'être un être au monde. Cette angoisse d'être un être au monde, nous venons la déposer sur un objet particulier, qui est l'araignée, quand nous avons un mode de fonctionnement ou une stratégie phobique, ce qui nous fait être appelé « vous êtes un phobique ». Non, c'est que je mets en œuvre une stratégie phobique. C'est mon moyen de gérer mon angoisse d'être un être au monde, vivre l'impermanence, vivre l'incertitude, vivre la question de la mort. Ces angoisses-là, pour pouvoir les gérer, je les prends et je les dépose sur un objet externe, qui est là, en l'occurrence, une araignée. Tant que je ne suis pas confronté à l'araignée, c'est OK. Quand je rencontre l'araignée, hop, je déclenche parce que je retrouve l'angoisse que j'avais déclenchée. Le problème n'est pas l'araignée. Le problème, c'est de gérer notre angoisse d'être un être au monde. Et notre angoisse, on ne peut pas la balancer à l'extérieur. Le seul moyen de gérer notre angoisse, c'est de nous la coltiner. Et c'est ce autour de quoi on peut travailler avec nos clients. Alors, j'ai une question qui me vient, puisque j'ai la PNL, le recadrage en 6 pas, que j'aurais envie de sortir dans une situation comme celle que tu exposes. Mais alors, justement, toi, comment ça te transforme, comment tu fais différemment? Comment ton questionnement est transformé au regard de ce présupposé? C'est-à-dire comment techniquement on pourrait travailler avec ce client-là? Ouais, est-ce que oui, c'est ça, ouais. Parce que si on n'a plus besoin d'un modèle comme la PNL, c'est un exemple, hein, mais euh, que- quelle stratégie tu utilises à cet endroit-là, du coup? Quelle stratégie je pourrais utiliser? C'est déjà de travailler, je le disais tout à l'heure, sur les exceptions. Quelles sont les fois, quels sont les types d'araignées, quelles sont les fois où ça s'est passé de façon, c'est plus OK. Comment, dans quelle situation où une émotion arrive, même hors d'une araignée, vous arrivez à la gérer? Et cette compétence à gérer des états émotionnels, à gérer de l'inconfort, vous savez le faire, par exemple, pour un élève, quand il a une mauvaise note, il sait gérer l'inconfort, mais quand il est confronté à l'araignée, il n'arrive pas. Ben, la compétence gérer l'inconfort, c'est la compétence gérer l'inconfort. Que ce soit une mauvaise note ou une araignée, c'est pareil. Une araignée serait comme recevoir un 6 sur 20. OK, il y a un 6 sur 20 qui est en train de se promener dans les angles d'une pièce. Hmm. Et
tu l'entends bien, il va y avoir une bascule dans la séance à faire. Il y a comme un acte magique à réaliser. Parce que si on dit comme ça, de but en blanc, à un client, oui, ben voyez, les mauvaises notes, un jeune adolescent, les mauvaises notes, tu arrives à les gérer, c'est OK, l'état émotionnel, les araignées, non. Ben, tu imagines que c'est comme un 6 sur 20 qui se promène dans les angles de la pièce. On va dire, oui, bien sûr, mais ça n'a pas de rapport. Donc, il va falloir jouer, s'amuser, amener de la dérision, provoquer, exagérer, dramatiser. C'est tout un ensemble de techniques qui sont inscrites du côté de la créativité. Et ce sont des techniques interventionnistes, de fait. Mais la thérapie solutionniste expérientielle, c'est une thérapie interventionniste. Le thérapeute n'est pas cloué au fond de son fauteuil dans l'abstinence, dans le silence. Il a une posture active, même proactive. Il propose du changement. Il est lui-même l'auteur du changement. Et il porte à l'intérieur de lui le changement. Et comment il porte à travers ses croyances. S'il pense qu'il a des choses à ajouter, s'il pense qu'il a des choses à enlever, ça va amener une pression très grande parce qu'il va devoir trouver la chose à ajouter, la chose à enlever, alors que des professionnels avant lui se sont cassés les dents face à cette problématique-là. Et ça amène de l'usure encore. C'est très clair. OK. Le point central, c'est de se dire que changer, c'est faire du différent. C'est à la fois presque une lapalissade. Changer, c'est faire du différent, oui, bien sûr. Mais c'est promouvoir et soutenir cela tout au long du travail d'accompagnement. À chaque fois que le client amène quelque chose, c'est de se dire comment je peux l'amener à faire différemment. Comment je peux l'amener à promouvoir d'autres manières de s'y prendre. Comment je peux solliciter de micro-écarts. C'est ça que je vise. Vous rentrez dans la pièce à chaque fois de face et vous regardez les angles. Quel est le premier angle? Ah ben toujours le premier, c'est au-dessus de moi. L'angle, si la porte se situe là, c'est au-dessus de moi. OK, vous pourriez regarder avant de rentrer l'angle au fond, puis l'angle de droite, puis gauche ou de façon diagonale, etc. De faire cela, ça va amener des changements au niveau physiologique. Parce que d'amener cet état, ces comportements différents, d'amener cette latence avant un comportement, va amener qu'il va se passer des choses, que des choses bougeront au niveau de la physiologie. Donc, j'amène des changements comportementaux. Il faut qu'ils fassent différemment. S'il y a un problème d'énurésie, l'enfant, il pourrait toutes les nuits pisser dans son lit. Faire différemment, c'est de lui dire, OK, tu vas pisser ou pas dans ton lit. Par contre, tu dois parier le soir en allant te coucher si dans la nuit, tu vas pisser ou tu vas pas pisser. Ça, c'est faire différemment parce que si il a prévu qu'il allait pisser, il a parié, il a prévu qu'il allait pisser et qu'il pisse pas, ben, je lui dis, tu as perdu. Tu avais dit que tu allais pisser, tu as perdu ton pari. Donc, c'est des moyens de lui apprendre le métier de bookmaker. Et puis, nous, de arrondir nos fins de mois. Si on le fait avec de l'argent, mais on peut le faire avec des chocolats. Je peux lui dire, voilà, on va parier des chocolats. Ben, si tu as dit que tu pissais au lit et que tu pisses pas au lit, eh ben, tu as perdu, tu me dois un chocolat. Par contre, si tu as dit que tu pissais au lit, tu pisses au lit, ça, tu as gagné. C'est moi qui te donne un chocolat. Et si l'inverse, tu as dit que tu pissais pas et tu n'as pas pissé, tu as gagné. Mais si tu as dit que tu pissais pas et tu as pissé, tu as perdu. L'énurésie, c'est un problème de chocolat. Après, bon, le problème, c'est le diabète, c'est des choses comme ça. Mais c'est bien quand même comme thérapie. C'est joyeux. C'est s'y prendre différemment. C'est introduire des variables, introduire du jeu, introduire de l'écart. Ce qui nous amène à dire qu'en TSE, que la rencontre révèle la singularité. Donc, il n'y a changement que si on comprend ce qui est singulier chez notre client. Il faut qu'on comprenne ce qui est spécifique, ce qui nous amène à penser qu'en termes de stratégie, on ne peut pas reproduire les mêmes choses. Pourquoi les thérapeutes se retrouvent face à des résultats qui sont faibles des fois dans le travail d'accompagnement, un sentiment d'échec? C'est parce qu'ils ont tout un ensemble de techniques et qu'ils répètent ces techniques déjà face à des symptômes similaires. Mais ce qui est oublié, c'est que sous un symptôme ou l'auteur d'un symptôme, c'est un humain. Et si on ne comprend pas la singularité du fonctionnement psychique de cet humain-là, d'accord, son processus, ça veut dire qu'on ne l'a pas rencontré
Et ça veut dire que les techniques qu'on utilisera seront des techniques globales, des techniques généralistes. Et ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes des êtres humains singuliers. Il faut créer, inventer une intervention, une présence singulière dans l'accompagnement de nos patients. Et ça combat la notion d'usure aussi. Un point central, Jean-Baptiste, je disais tout à l'heure que la pathologie, c'est l'immobilité installée. Donc, on a un présupposé qui va face à cela. C'est que là où il y a de la pathologie, c'est-à-dire là où il y a de l'immobilité, là où le patient s'y prend toujours de la même façon, l'obsessionnel fait toujours les mêmes rituels de vérification du gaz ou de vérification est-ce que sa porte est bien fermée. La meilleure des choses pour produire du changement, c'est introduire du vacillement. Le vacillement précède la réorganisation. Si je suis capable de produire du vacillement, de l'écart, de la turbulence, et ça, je vais le faire de façon langagière, de façon stratégique, de façon comportementale, ce qui va, de mon côté, moi, en tant que praticien, amener vraiment du mouvement de vie, amener une dynamique ludique. Si j'amène du vacillement, alors je suis en train de produire du changement. On n'a jamais vu la Vénus de Milo ou d'autres statues comme ça, le David à Marseille, aller se baigner alors qu'il est en bord de plage. C'est normal, il est immobile, il ne bouge pas. Il suffirait juste de le décaler un peu et peut-être ferait-il quelques pas pour aller se baigner. Ça fait des années, je le vois à Marseille, qu'il est en train d'observer la plage. Il rêverait d'aller peut-être à l'Estaque ou au Faron. Le vacillement, l'importance du vacillement qui précède la réorganisation. Et ça, c'est présent dans mon discours. Mon client ne s'attend pas à ce que je vais pouvoir lui dire, à ce que je vais pouvoir faire. Je suis imprévisible. Mes questions sont inattendues. Si je questionne son écologie, je lui demanderai quels sont les inconvénients à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et la plupart du temps, il va dire, non, vous voulez dire les inconvénients quand je n'ai pas ce que je veux. Non, non, les inconvénients à avoir ce que vous voulez. Vous voulez ce que vous voulez et pourtant, ce serait quoi l'horreur d'avoir ce que vous voulez? Et là, souvent, il fait, non, attendez, je ne comprends pas. Oui, c'est bien ce que j'ai demandé. C'est-à-dire, en lui disant les choses ainsi, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'indiquer quels seraient les obstacles ou comment ça va bouger votre vie, comment ça va bouger votre organisation intérieure singulière, votre processus interne, si tout d'un coup vous fonctionnez autrement. Pour aller vers ce que vous voulez, ça c'est sûr. Mais si vous fonctionnez autrement, ça va faire bouger des choses. Et si depuis, vous n'avez pas bougé, c'est sûrement parce qu'au niveau de l'écologie interne, au niveau de l'équilibre interne, il faut qu'on travaille d'autres choses avant. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas saisir l'hameçon. Il faut qu'on comprenne la peur fondamentale que le David ou la Vénus de Milo ont qui les empêche de se déplacer. Qu'est-ce qui fait que Mona Lisa ne sourit pas plus souvent? Pourquoi a-t-elle ce sourire énigmatique? Si elle se mettait à sourire complètement ou à faire la moue, c'est quoi qui serait terrible pour elle? Et ça, c'est un moyen de travailler ses croyances, de travailler ses valeurs, c'est-à-dire tout ce qui est moteur d'énergie et moteur du changement. Et si on souhaite changer, puisque c'est ça notre question dans la TSE, c'est promouvoir du changement. Et on ne peut pas ne pas changer. Mais si on ne peut pas ne pas changer, comment s'y prendre? Est-ce qu'on change en comprenant? Est-ce qu'on change en expliquant? Est-ce qu'on change par la parole? La proposition de la TSE, changer, c'est maintenant, en faisant l'expérience dans le corps. Le changement, c'est maintenant. C'est clair. Et comment on change? À travers notre corps, à travers nos gestes, à travers notre sensorialité. Pour enfin se dire que la thérapie, c'est simple, c'est devenir ce soi qui est déjà là. Nous sommes déjà celui que nous souhaitons être. Puisque nous le sommes, vivons-le, soyons-le. Ainsi donc, les solutions, on n'a pas besoin de les créer. Les solutions, il suffit de les vivre.
parce qu'elles sont déjà là. Tout est déjà là présent. C'est comme si tout ce qui était déjà là était dans un espace limité. L'espace du réalisé, c'est un espace illimité mais restreint, qui a peu de place. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on parle de ce qui nous limite. On donne beaucoup d'importance à notre espace limité, à nos dysfonctionnements, à nos souffrances, à nos échecs, à notre passé. La TSE est simple. La TSE prône qu'il suffit de vivre la solution, c'est-à-dire il suffit de laisser s'expanser l'espace réalisé. Cet espace réalisé, il est illimité. Ce que nous sommes déjà est inimaginable. Nous sommes déjà tant fois plus que ce que nous pensons que nous pouvons être. Donc vivons-le. Je veux vivre cela, il me suffit tout simplement de le vivre. Et le thérapeute en TSE va mettre en place un dispositif, conduire une stratégie, mettre en place des manières de s'y prendre, d'utiliser des techniques pour permettre à des solutions de se vivre maintenant, pour permettre à son client de vivre maintenant qui il est vraiment et qui il souhaite être. Bien, au regard donc de ces 10 présupposés, de ces nouvelles façons de regarder la thérapie, vous avez pu donc prendre des questions que Guillaume a saupoudrées dans ses explications. Et ce qu'on pense être le plus pertinent pour vous et qui pourrait encore vous aider à aller plus loin, c'est de regarder des démonstrations vidéo d'accompagnement que Dr Guillaume Poupart a faites et qui sont disponibles directement sur le site de Way Inside. Donc, je vais vous mettre le lien dans le commentaire de la vidéo. Vous pourrez directement cliquer dessus et aller voir, il y a une dizaine de démonstrations vidéo qui mettent en pratique toutes ces explications. Par ailleurs, et c'est un autre point de contact pour continuer à développer votre expertise et affiner vos accompagnements, qui est le groupe privé que Guillaume a créé et qui offre une supervision de groupe une fois par mois en live sur un groupe privé Facebook. Vous pouvez y candidater. Il suffit, pareil, je vais vous mettre le lien dans le commentaire. Vous pouvez vous y connecter. Vous allez devoir répondre à 3 questions. Il y aura donc une modération qui sera faite et puis l'adhésion au groupe sera donc validée. Vous pourrez donc assister à ces différentes supervisions tous les mois qui vont vous permettre de vraiment faire progresser votre pratique. Peut-être, Guillaume, tu souhaites rajouter quelque chose, un mot sur ces supervisions et ces démonstrations? Lors des temps de supervision ou démonstration en direct, dans les temps de supervision, on part d'une situation clinique, un des praticiens, un psychologue, un psychopraticien, un professionnel de la santé amène un cas clinique d'un de ses patients et une question qu'il se pose dans l'accompagnement. Et à partir de là, on travaille autour d'un repérage, d'un diagnostic processuel, le mode de fonctionnement du client, mais aussi quelle pourrait être la stratégie, quels pourraient être les outils utilisés, quelles pourraient être les techniques qui seraient les plus pertinentes. C'est un travail qui dure autour d'1 heure et qui est donné chaque mois en direct. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre formation, vous pouvez rencontrer donc le Dr Guillaume Poupart au sein de Way Inside, au sein de ces différentes formations. Donc nous vous partagerons également dans le lien en commentaire la slide dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations et notamment toutes les informations au sujet de l'école qui sont à suivre. Voilà, et bien, on espère sincèrement que cette interview, cet échange vous ait apporté de la valeur, qu'il ait peut-être commencé à amorcer une transformation dans la problématique que vous rencontrez peut-être aujourd'hui dans vos accompagnements. Vous pouvez laisser un commentaire d'ailleurs sous cette vidéo et n'hésitez pas à peut-être revenir vers le contact mail pour nous faire part de votre feedback. On sera toujours heureux de pouvoir y répondre. Guillaume, un petit mot pour conclure? Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je suis ravi de pouvoir partager cette vision-là. Merci à toi.